décryptées par nos éditorialistes. Et si vous nous prenez en cours, je vous les représente rapidement. Ana Navarro Pedro, correspondante à Paris pour l'hebdomadaire portugais Visao. Ziad Limam, directeur du mensuel Afrique Magazine. Et je montre à nouveau la couverture du mensuel consacré à la guerre au Mali. François Dorcival, éditorialiste à Valeurs Actuelles et au Figaro Magazine. Et Sylvain Attal, directeur adjoint de la rédaction de France 24, en charge des nouveaux médias. Des nouveaux médias, ça vous exaspère, je sais le terme multimédia, des nouveaux médias. Plus de 24 heures de négociations pour parvenir à un accord sur le budget de l'Union européenne pour la période 2014-2020. Un budget d'austérité. C'est la première fois que ce budget est en baisse dans l'histoire de l'Union européenne. Une baisse de 3%. François Hollande a évoqué ce soir lors d'une conférence de presse un bon compromis. On écoute le chef de l'État. Un accord qui a été aussi long que d'habitude à faire jaillir, mais qui a été, je crois, un bon compromis. Il y a eu la conscience que nous avions à faire en sorte qu'après avoir redressé la zone euro, trouver les compromis nécessaires pour l'union bancaire, être capable de sauver la Grèce, nous devions montrer au monde et aux Européens que nous pouvions aussi nous mettre d'accord sur un cadre financier. Alors François Dorcival, c'est un bon compromis, comme nous le dit François Hollande. Il faut applaudir des deux mains. Comment pourrait-il en être autrement? Ça n'est pas une négociation de 24 heures qui a trouvé sa conclusion cet après-midi. C'est une négociation de plusieurs mois. Et dans cette affaire, il faut bien constater une chose, c'est que nos amis anglais, dont on disait il y a peu de temps, bye bye les Anglais, vous allez voter tranquillement, voilà, on cessera d'entendre parler de vous. Mais c'est lui, Cameron, qui a fait réduire de 60 milliards en 7 ans, le budget européen en question. C'est lui qui a obtenu toutes ces économies. Les Français n'étaient pas du tout sur cette ligne-là. Et les Français croyaient qu'ils avaient obtenu un accord avec les Allemands pour une limite à la baisse. Et toute la nuit de négociation a consisté constamment à réduire cette limite et à ramener de 615 milliards à 608 en définitive. Ça veut dire qu'on a négocié pied à pied pour sauver un certain nombre de situations naturellement, chacun son intérêt, mais on voit bien quand même que la ligne anglaise a été drôlement importante dans cette affaire. C'est une défaite de la France. Il faut le dire. C'est quand même incroyable la politique, la capacité des hommes politiques. Là, François Hollande, qui est quand même effectivement pas différent des autres présidents de la République qui l'ont précédé d'ailleurs, nous fait un communiqué de victoire en nous expliquant que c'est un formidable succès, alors que c'est une défaite de la France. Évidemment, on expliquera qu'on a sauvé quelques meubles par-ci, par-là, sur la politique agricole, etc. Mais c'est une défaite de la ligne française, c'est une défaite de la ligne pour le soutien à la croissance en Europe, et c'est une victoire des Anglais, effectivement, au moment où on était en train de se demander s'ils n'allaient pas quasiment quitter la maison. Donc c'est absolument incroyable, cette capacité qu'on a de nous faire prendre des vessies pour des lanternes. C'est un vrai délice, mais c'est comme les congrès du Parti Socialiste, où ils étaient capables, ils étaient formés à une bonne école, François Hollande était capable de parler d'excellents compromis. Ziad va nous défendre tout ça, vous allez voir. Je trouve que vous êtes dur. D'abord, on s'en fout un peu de savoir, excusez-moi, si c'est une défaite. On va pas prendre on va pas prendre tous les sommets. Non, mais on va pas prendre tous les sommets européens pour les ramener à des luttes entre les Anglais, les Français, les Allemands, etc. Attendez, je voudrais finir ma phrase. Moi, ce que je vois, c'est que ce qui est l'émanation de l'Europe fédérée a pris une décision qui consiste à réduire son budget de 3% sur un certain nombre d'années, ce que sont incapables de faire les États par ailleurs. Mais bon, ça c'est un autre problème. Donc moi, je trouve que c'est un signe extrêmement positif adressé par l'Europe au monde extérieur, au monde de la finance, aux créanciers. Donc tu es pour l'austérité? Je ne suis pas pour l'austérité, je suis pour qu'en période de crise, l'Union européenne ne peut pas se permettre de dire la crise n'existe pas. Et ils ont réussi à prendre cette décision ensemble. Au bénéfice des uns et des autres, j'en sais rien. Et le deuxième point, c'est qu'il y a un Parlement dont plus personne ne parle, mais qui est doté de pouvoirs nouveaux. Dont on va reparler. Et dont on va reparler. Et on peut très bien laisser filer. Parce qu'il refuse pour l'instant d'accepter, on dit quand même, le Parlement européen, ce budget en l'état, dit-il. Mais quand même, encore une fois, on envoie un message qui est plutôt un message cohérent de dire... Je ne sais pas si cohérent c'est le mot, je regrette, mais des économies sautaient comme un cabri. C'est De Gaulle qui disait ça, sautant comme un cabri, en disant des économies. Mais pourquoi faire? Dès qu'il manque un peu de sous, qu'est-ce qu'on veut nous couper? Erasmus.
la seule chose qui marche vraiment en Europe, qui a vraiment un intérêt politique, culturel, d'avenir en Europe, la première chose qu'on veut nous couper, c'est Erasmus, donc le programme des étudiants, d'échange d'étudiants. Ensuite, les aides alimentaires aux plus pauvres. Mais c'est ça la victoire des Anglais. Tuons les plus pauvres par la faim. La victoire des Anglais, c'est ça. C'est l'Europe libérale, pas d'Erasmus, pas de bons alimentaires, pas de soutien. Et puis en plus, ils sont vraiment sur la... N'oublions pas, est-ce que c'est bon de les avoir ou pas? Peut-être que De Gaulle, là aussi, n'avait pas tout à fait tort. Et donc, s'ils sont en train de partir, bon, alors, bonjour. Mais ils ne sont pas du tout en train de partir, puisque... On aimerait bien. Non, mais c'est ce qui est assez joli de la part des Portugais, d'ailleurs. Mais quand on dit, en effet, on aimerait bien les voir partir, et que l'on constate l'influence qu'ils ont eue tout de même sur leurs partenaires européens... Parce qu'on leur laisse... Mais on leur laisse, c'est possible. Il n'empêche qu'ils ont nécessairement trouvé le soutien de l'Allemagne pour aboutir à ce compromis. Sans ça, il n'y avait pas ce compromis. Oui, c'est cette dissension aussi du couple aujourd'hui, du couple franco-allemand. Parce que sur la question effectivement du budget, les Allemands sont plutôt d'accord avec les Anglais. Mais comme tous les pays du Nord, les pays finalement qui aujourd'hui faut relativiser les choses. Le budget européen, c'est quand même une goutte d'eau. C'est-à-dire, c'est pas ce budget-là qui peut relancer la croissance. Mais enfin, on aurait pu imaginer un petit coup de pouce. On parle souvent des grands chantiers européens, on cherche désespérément d'où peut venir le soutien à la croissance. En tout cas, l'exemple du Royaume-Uni n'est pas un très très bon exemple, parce que la politique conduite par Cameron d'austérité, elle a mis le pays à genoux. Il faut regarder précisément. Il est en train de se redresser. Il est en train de se redresser, Voir l'industrie. Il y a 2 ans, dans ce plateau, on a dit qu'il n'y aurait plus d'Union européenne, qu'il n'y aurait plus d'euro, qu'il n'y aurait plus rien, qu'il n'y a plus de négo, qu'il n'y a plus de... On ne l'a jamais dit. Non, tu l'as peut-être soutenu. Mais non, on a toujours été catastrophisant en disant tout ce schmilblick ne fonctionne pas, on n'arrivera à rien. Moi, je constate que l'euro est toujours là et que c'est pas une monnaie fragile. C'est une monnaie forte. Oui, je constate que l'Union, peut-être, alors maintenant elle est trop forte, hier elle était trop faible, maintenant elle est trop forte, que l'Union européenne arrive à sortir des consensus extrêmement difficiles sur des questions extrêmement douloureuses, mais on y arrive, et que donc cette entité existe. Que la Grèce n'a pas disparu de la carte, que tout ça elle n'est pas forcément sauvée, contrairement à ce que dit François. Oui, mais elle n'a pas disparu de la carte, qu'on n'a pas coupé net les aides aux pays en difficulté, etc. Donc je trouve qu'il se passe des choses. Alors c'est vrai que ça serait mieux que tout le budget soit préservé, c'est vrai que ça serait mieux de faire des lignes TGV à grande vitesse, c'est vrai que ça serait mieux de faire Erasmus, tout ça on est d'accord, mais dans les conditions actuelles, c'est quand même extrêmement compliqué. Pour répondre à François, parce que c'est vrai, là où les Français ne sont pas crédibles, là je pense qu'on serait d'accord, c'est que la France ne fait pas chez elle les réformes de structure qu'il faudrait faire, notamment la réforme du marché du travail, etc. Donc les Français sont, et ça je crois que ça les handicape beaucoup, même y compris au niveau européen, c'est qu'on arrive... On est décrédibilisé d'une certaine manière. On ne fait pas cet effort. Donc après, quand on veut parler de croissance, de politique de soutien à la croissance, on apparaît comme des dépensiers, comme des cigales, etc. Ça, c'est sûr que c'est notre point faible. Et c'est peut-être aussi pour ça que des pays comme le Royaume-Uni, même l'Espagne, qui est en train de relancer l'industrie automobile, parce qu'ils ont fait baisser leurs coûts salariaux, etc., sont en train de s'en sortir. Mais c'est pas uniquement à cause des politiques d'austérité, c'est aussi parce qu'il y a eu les réformes de structure que nous, en France, on ne fait pas. Mais pour en revenir au dossier européen, c'est quand même une bérésina quand on se situe plutôt dans la mouvance un peu keynésienne, qui consiste à dire, c'est pas en faisant des coupes... Je mettrais un bémol quand même, l'Espagne n'est pas en train de s'en sortir, l'Angleterre n'est pas en train de se sortir, le chômage est extrêmement élevé, l'appauvrissement des populations est immense. C'est-à-dire, c'est quand on voit les entreprises s'installer, par exemple l'industrie automobile qui se réinstalle dans des pays comme l'Espagne, c'est 400 € le salaire mensuel. Oui, mais à un moment donné, si on ne peut pas vivre toutes choses égales par ailleurs, toutes choses égales par ailleurs, si à un moment donné on ne peut pas vivre des salaires qui sont payés, le problème subsiste à terme. Donc c'est une vision à court terme de micromanagement de l'économie. Non, je ne crois pas. Parce que ces ouvriers-là qui acceptent de baisser leur salaire, comme ça a été le cas aux États-Unis, par exemple, avec Obama, qui a réussi à sauver comme ça l'industrie automobile, c'est qu'il y a la perspective que quand ça repartira, ils partageront les fruits de la croissance. Parce qu'il n'y a pas de matelas social comme vous en avez en France, et s'il n'y a pas cet argent-là qui rentre, il n'y en a aucun qui rentre dans la maison. Il faut voir, mais c'est le couteau sur la gorge que les gens acceptent. Écoutez, en ce qui concerne le Portugal, qui est quand même votre pays, ce que je constate en regardant les courbes, c'est que sa dette, il est en train de la payer de moins en moins cher par rapport au sommet qu'il a atteint. Donc, effectivement, il était très endetté dans une situation délicate, mais manifestement, et les banques et les marchés financiers sont en train de lui prêter
à des cours moins élevés, à des taux moins élevés que ce qui était. Mais d'abord, et donc, il ce reste... sont les efforts que vous avez accomplis. En 2 mots, parce que ce n'est pas la question, il reste discutable que le Portugal ait été obligé de demander de l'aide, elle a été imposée pour rembourser des banques. Et deuxièmement, il faut voir l'avenir hypothéqué du pays, parce qu'il ne reste pas que les courbes du marché financier. Une économie a plusieurs éléments dont on doit... Non, mais c'est lui qui prête l'argent. Et vos exportations sont meilleures qu'elles n'étaient. Donc, il y a quand même des progrès dans tous ces pays. L'austérité n'est pas Ça, c'est toujours le débat, le grand débat. De toute façon, c'est l'éternel débat, c'est austérité ou croissance. Oui, voilà, c'est le débat du moment en ces temps de crise. Moi, je vous propose de parler de football. C'est la croissance. On ne va pas parler de la CAN, Ziad. Voilà. Mais voilà, football et argent, on y revient toujours. Hein. C'est avec ce nouveau scandale donc, qui touche le monde du football, plus de 600 matchs truqués à travers le monde. Un vaste réseau de corruption qui a été démantelé par Europol. Et je vous propose d'ailleurs tout de suite d'écouter le directeur d'Europol. C'était lundi. Nous avons découvert un réseau criminel de grande envergure impliqué dans de nombreux matchs truqués. 425 arbitres en tout, des dirigeants de clubs et des joueurs sont impliqués dans ce vaste réseau. Cela concerne 380 matchs dans plus de 15 pays. Sylvain Attal, vous qui êtes un spécialiste des nouveaux médias, et mais oui, je dis bien les nouveaux médias et pas du multimédia, est-ce qu'il faut interdire les paris en ligne ou est-ce qu'il y a une possibilité de réguler ce système ? Franchement, je ne saurais pas quoi répondre à cette question. Est-ce qu'il faut interdire les paris en ligne ? Il me semble qu'à partir du moment où on a commencé à les autoriser, de toute façon, c'est comme le mariage. C'est comme le mariage homosexuel. On ne peut pas revenir là-dessus. C'est vain même de poser la question. Non, simplement sur le football, il y a quelque chose qui est quand même assez préoccupant sur tout l'argent qui tourne autour du football. Je lisais aujourd'hui que la quasi-totalité des clubs de football européens, alors que les montants des transferts ont été multipliés par 8 en 15 ans à peu près. Donc, on peut dire qu'il y a 8 à 10 fois plus d'argent qui circule dans le milieu du football qu'il y a 15 ans. La quasi-totalité des clubs sont en déficit. Donc, sauf en France. Il y a un truc... Il y a eu beaucoup de progrès. Oui, mais alors... Du coup, ça fait aussi de la casse. Mais... Voilà, on n'a pas des transferts énormes, sauf avec le Paris Saint-Germain. Mais du coup, au Qatar. On ne comprend pas le modèle économique du football et ça ouvre la porte à toutes les suspicions, effectivement, y compris pas seulement de marches truquées, mais de blanchiment d'argent, de trafic en tout genre. C'est le modèle de la mafia, quand vous avez des déficits qui sont artificiels et énormément d'argent qui circule. Donc, alors, l'Union européenne est très active, elle a tendance un peu à démissionner sur la politique étrangère, sur la politique de défense commune. Mais alors, sur le football, là, elle a fait un rapport, justement, où j'avais tiré ces chiffres-là, qui est extrêmement dur sur le monde du football européen. Dont acte. Ce qui est impressionnant, quand même, c'est l'étendue de ce qu'ils ont découvert, parce que c'est pas 3 clubs de foot en Italie, c'est 400 clubs, 300, je sais pas quoi. Des matchs de Champions League, ce qui est très impressionnant aussi, c'est qu'on en a parlé un jour. Exactement. Lundi, on en a parlé, mardi, ça avait disparu. Comme s'il s'était passé quelque chose et qu'il ne fallait plus en parler et qu'on va régler ce problème entre nous, etc. C'est le premier spectacle du monde, le foot. Hein. Il ne faut pas oublier, si on pense en termes de télé, de droits, de retransmission, de Coupe du Monde, de Coupe d'Europe, etc., de Champions League. Il y a, excusez-moi du mot, un fric phénoménal qui est brassé par des organisations dont la gestion échappe à tout contrôle public. C'est une des spécialités du sport, c'est que si on prend par exemple, pour ne pas les nommer, la FIFA, il n'y a aucun contrôle public sur la FIFA. Il n'y a aucun État, aucune organisation publique ne peut dire montrez-moi ce que vous faites. Ou alors il faut aller devant un tribunal avec toutes sortes d'aléas. Il y a l'histoire de Qatar, dont un journal français a laissé entendre que peut-être la Coupe du Monde au Qatar avait été le produit de France Football, a été le produit d'arrangements financiers. Ça a disparu aussi, on n'entend plus parler de cette histoire. C'est quand même extrêmement puissant tout ça. Hein. Vous savez, il y a pas mal d'années que je pense que quand un championnat du monde a été organisé au Mexique, c'est peut-être... il y a eu une histoire avec l'équipe portugaise, je ne sais plus... je ne sais même pas ce que c'est une histoire qui court dans les rédactions. L'équipe de la sélection portugaise, il y a eu des problèmes, il y a eu un scandale de corruption, ils ont voulu des joueurs porter l'affaire devant les tribunaux. Et la FIFA a complètement interdit. Pour eux, ils ne peuvent porter aucune affaire devant les tribunaux, ils sont un État
supranationale, si on veut, dans le monde, une institution qui ne peut pas être soumise aux lois des États. C'est extraordinaire. Ça date depuis, mais je sais pas, depuis 30 ans, 40 ans, je sais pas. Même le CIO est hors justice. Et l'UCI, bien sûr, on l'a parlé avec le scandale. Le cyclisme a été fragilisé par le recours aux tribunaux. Oui. Et c'est ça qui a... Mais de quelques recours individuels... L'Union cycliste internationale a couvert tout ça, comme l'a très très bien dit Armstrong lui-même. Mais ce qu'il y a de rassurant, c'est que le fameux match OM Valenciennes, qui avait été tout de même un événement politique majeur en France, apparaît une petite chose. Dans une... 30 000, c'était des francs à l'époque, 40 000 francs. On arrive bientôt au terme de cette émission. Très rapidement, un tour de table. Je voudrais savoir ce qui vous a marqué dans l'actualité de la semaine, hormis les thèmes évidemment que nous avons abordés ce soir. Et je commence par vous, Anna. C'est pas l'actualité de la semaine, mais je voulais rappeler qu'il y a fait un mois, il y a 3 femmes kurdes, 3 militantes kurdes qui ont été assassinées à Paris. Que ça aussi, on a quasiment oublié. Et qu'il faudrait pas, il faudrait savoir si le type qui a été accusé, etc., si c'est un lampiste ou ce qu'il y a derrière. Mais ce n'est pas rien et j'aimerais savoir le fin mot de l'histoire. Sylvain Attal. Moi, c'est quand même cette histoire sur le tableau de Courbet, l'origine du monde. Ça casse quand même le délire de savoir qu'il y avait une tête. Non, on n'a pas tellement envie de... C'était un tableau qui était devenu emblématique, tellement bien nommé. L'origine du monde, c'était n'importe quelle femme, c'était la mère, etc. Et tout d'un coup, on nous annonce qu'il y avait une tête qui était une des maîtresses du peintre. Bon, moi, je trouve qu'on n'est pas plus heureux après avoir appris ça, quoi. François Dorcival. Coup de chapeau à Marie-Lise Lebranchu pour avoir dit qu'on gèlerait une fois de plus, 3e année consécutive, les salaires des fonctionnaires en France. Coup de chapeau à Marie-Lise Lebranchu parce que dans le même temps, Vincent Payon, lui, propose une prime de 400 € aux enseignants parce que ceux-ci font grève. Je dois dire que nous sommes dans la cohérence gouvernementale. Ziad. Un petit grand mot d'un sujet qui ne remonte pas beaucoup dans l'actu, qui est la crise de la diffusion de la presse écrite en France. Et des grèves à répétition qui touchent le distributeur de la majorité des journaux français et des quotidiens, Prestalis. Ce n'est pas pour parler de ça spécifiquement, mais c'est pour parler de la situation de la presse dans ce pays. C'est quand même un élément de pluralité, de démocratie, et c'est un secteur qui est profondément en crise, et du côté des éditeurs et du côté de la distribution. Il y a un dialogue qui est complètement rompu, dont tout le monde souffre, et c'est dur et inquiétant pour l'avenir de notre métier. On commence à se suicider, quoi, au fond, c'est ça. Je sais pas. Nous, les magazines, on est un petit peu les derniers roues de la charrue du débat. Donc, c'est un débat qui est entre vraiment grands quotidien et bon, et puis ça pose la question du quasi-service public de la distribution. Est-ce qu'il faut garder le statut, pas le statut? Mais ce qui est terrible, c'est que c'est en train de couler tout le monde. Je pensais que vous alliez nous parler de la Cannes. Ouais, alors moi je vais dire un mot. Non. Vive le Burkina. Vive le Burkina. Vive le Burkina. Allez, merci à tous les quatre d'avoir été avec moi ce soir. Merci à vous de nous avoir suivis. Et je vous retrouve mardi pour le débat 19h10. Lundi, vous serez avec Pauline Simonet. Très belle soirée, très bon week-end.